Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve sur Basket Session le lundi. On va débriefer un peu tout ce qui s'est passé la nuit dernière, mais aussi éventuellement certaines perfs du week-end. Chat, il y avait pas mal de matchs, mais je te propose qu'on commence avec le meilleur joueur du monde, Nikola Jokic, qui a encore fait un gros carton. Sauf que cette fois-ci, les Nuggets n'ont pas forcément gâché la performance. Si jamais ça veut dire quelque chose, d'ailleurs, gâcher la performance, ce terme est toujours un peu bizarre. Mais victoire de Denver à Atlanta, 141-111, avec 48 points. 14 rebonds et 8 passes de Nikola Jokic qui avait déjà signé 56 points lors d'une défaite contre les Wizards ce week-end. On peut peut-être parler un peu des deux matchs en même temps d'ailleurs. Donc victoire de Denver qui se reprend. Il avait demandé une réaction. Il avait dit dans mon pays, quand ça se passe comme ça, le salaire est un peu inférieur les jours suivants. Et on attend une réaction. Il y a bel et bien une réaction du côté des Nuggets qui ont très vite donné le ton. Il est 38-23 après un quart-temps. Ouais, c'est à la fois hyper impressionnant ce qu'a fait Jokic sur les deux matchs. Ça confirme un peu le fait que ce que tu as dit, c'est-à-dire que c'est individuellement très probablement le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Mais ça me rassure pas du tout pour Denver, en fait. Bon, déjà, ils perdent contre Washington, qui était sur une série de 99 matchs sans victoire. C'est Washington qui a évité. Il y a quand même une motivation du côté des Wizards. Oui. C'est que les Wizards, s'ils perdaient, c'était le record de franchise. Donc, c'est vraiment le moment pour se réveiller. Ouais, qu'ils avaient battu l'année dernière. Bon. C'était l'année dernière, les 16 défaites de suite, déjà. Mais effectivement, Washington, qui est la pire équipe de la ligue, quoi. Ouais, et donc, même, malgré 56 points, 16 rebonds, 8 passes, ils ont perdu contre Washington. Donc, ça c'était fou. Et après, qu'ils fassent encore un match énorme individuellement derrière, là, cette fois, ça a fonctionné. Mais j'ai jamais aimé le fonctionnement des Nuggets avec Jokic, avec des stats. Il a toujours, de toute façon, de base, il a des stats dingues, quoi qu'il arrive. Mais quand il est obligé de scorer autant, c'est jamais très bon signe. Autant sur le plan collectif que sur le plan individuel, où ça fait quand même peser pas mal de responsabilités physiques, mentales, tout ce que tu veux sur lui. Et c'est pas ça que je préfère pour Jokic. Par contre, oui, c'est totalement hallucinant. Mais du coup, ça fait combien de points sur deux matchs là 56 et 48, ouais. 104. Ouais, donc c'est ahurissant, mais bon, là, il n'y avait pas Jamal Murray n'était pas là. Ouais. Moi, je préfère voir les Nuggets avec un Jokic avec des stats déjà énormes, mais aussi tout le reste, tous les autres joueurs un peu plus impliqués, qui ne soient pas obligés de faire ça. Donc, c'est à la fois phénoménal et ça va dans le sens d'une campagne de MVP, même si les Nuggets sont quand même là, à l'heure où on parle, je crois que les Nuggets sont 7e, donc c'est pas du tout rédhibitoire. Ils doivent être à 2-3 victoires du top 4. Faudra se poser la question, s'ils finissent aussi loin, est-ce que ce sera disqualifiant ou pas pour les Nuggets, quoi. Plus tard. Ouais, là sur ce match-là, toute l'attaque a bien fonctionné. Ils ont eu très vite beaucoup d'adresses. Ils terminent à 63% de réussite au tir, 44% à 3 points. Ça rentrait dedans, donc ça a aidé d'ailleurs à creuser l'écart. Les Hawks, à l'inverse, j'ai pas trop aimé le début de match, pardon, pas le début de saison, le début de match des Hawks. C'était un peu plus stéréotypé que d'habitude en attaque. Rizachi était pas trop dedans. Les tirs rentraient pas. Trae Young, j'insiste, il cherche quand même beaucoup les passes d'ess. D'où le fait que l'attaque est un peu plus stéréotypée. Bref, les Hawks étaient à côté de la plaque et les Nuggets ont mis beaucoup de shoots. Donc, moi, je suis un peu comme toi. Même cette victoire, ça a beau être une victoire de 30 points. Je suis pas méga rassuré par les Nuggets. Quoi. Tu vois, c'était pas le match le plus. Jokic a très vite beaucoup scoré au final pour creuser l'écart. Les Hawks, c'est la 13e défense de la conférence Est aussi, au nombre de points. C'est la 3e défense la plus perméable. Ouais, quand ça clique, ça va. Bon, Washington, c'était la pire et ça n'a pas fonctionné pour autant. Mais ouais, on va pas. C'est un peu paradoxal. C'est Jokic qui est phénoménal et les Nuggets qui ressemblent pas à l'équipe qu'on a bien aimé, quoi. Après, voilà, Michael Porter, 26 points à 12 sur 17. Je sais plus si je l'ai dit, mais effectivement, il a quand même mis ses points. Il a mis beaucoup de dunks, ce qui est rare, quand même. Mais un paquet de dunks. C'est clair. Michael Porter Jr., voilà, il y a encore 17 points de Christian Brown, 11 passes décisives de Russell Westbrook, 43 passes décisives au total, quand même. Les stats de Rizachi, je l'ai dit, il n'a pas été très adroit. 10 points, 4 rebonds, 3 sur 11 au tir. Il n'y avait pas Jalen Johnson. En fait, il a mal commencé. Je pense que ça l'a sorti direct du rythme. Ouais. Il n'a pas réussi à se mettre en rythme. Et derrière, du côté d'Atlanta, il y a aussi une blessure pour DeAndre Hunter. Donc, mauvais signe pour les Hawks qui étaient plutôt sur une bonne période. Et qui là, on joue sans Jalen Johnson puis sans DeAndre Hunter. Ouais.
Autre match ce week-end, allez, Victor Wembanyama peut-être. Belle perf de Victor Wembanyama qui faisait son retour. Hein. Il avait des douleurs au dos, il est revenu. Il est très vite revenu au vestiaire, d'ailleurs retourné au vestiaire au bout de seulement 3 minutes. Wembanyama, il sentait à nouveau des douleurs au dos. Les Pelicans ont pris le contrôle du match à ce moment-là. Puis Wembanyama est revenu et il a fait gagner San Antonio. 25 points, 10 rebonds, 3 contre en seulement 26 minutes. Le panier à 3 points pour la gagne. Enfin, en tout cas, pour repasser devant la fin. Les lancers pour pas craquer et victoire 121-116 contre les Pelicans. C'est ça, 37 secondes de la fin, le panier à 3 points. Victor très prolifique sur ce temps de jeu-là. Dans ce match, quand même, on a envie de retenir le fait que Chris Paul est devenu le deuxième meilleur passeur de l'histoire de la NBA. Qui plus est face à sa première équipe, enfin, en tout cas, la ville de sa première équipe. Et en délivrant une passe, c'est ce que disait Benjamin dans son article sur le match ce matin, en délivrant une passe à un joueur qui n'avait qu'1 an lorsqu'il a débuté sa carrière en NBA. Voilà, donc c'est quand même remarquable ce que fait Chris Paul. Et puis, c'est sur Wembanyama. Absolument. Ouais, pour ça, le joueur en question. Parce que c'est une remise en jeu la passe quand même. Ouais. Va falloir qu'à un moment on surveille les compteurs statistiques hein, parce que pardon, excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Mais non, pas de problème. C'est vrai que j'ai vu ce truc de dans les années 90, les stats étaient gonflés pour John Stockton, etc. Mais il faut voir ce qu'on compte comme des passes décisives de nos jours. Hein. C'est des fois tu fais une passe, il y a 15 secondes, le mec il marque le panier plus tard, ça compte comme une passe D. Et là, bon, la passe, ok, il tire dès la remise en jeu, mais c'est une remise en jeu. Bon après, c'est le jeu. Hein, ça compte comme une passe D. Ça peut devenir compliqué s'il y a trop de critères pour qualifier une passe. Oui. Après, il y avait l'histoire des stats un peu gonflées pour Jaren Jackson Jr. au niveau des contres et tout ça. Enfin, c'est quand même pas simple. Donc, moi, je m'aventure pas trop sur ce terrain-là pour juger ce qu'est une passe ou un contre parce que sinon, je pense qu'on en finit pas. C'est compliqué, je suis d'accord. Pardon, du coup, je t'ai interrompu là-dessus. Aucun problème. Le deuxième passeur de l'histoire. C'est ça. Et bon, on peut le dire tout de suite, il rattrapera pas John Stockton, ou alors c'est que je crois que c'était 5 ou 6 saisons. Il faut qu'il fasse encore 5 ou 6 saisons à 8 passes de moyenne. Donc, ça n'a a priori aucune chance d'arriver, même si Chris Paul vieillit plutôt bien avec cette équipe des Spurs pour le moment. 22 points de Stephen Castle, le rookie. Il y avait en face un autre rookie, Yves Missy, 18 points, 14 rebonds. Ça fait un peu duel entre des candidats au rookie de l'année. Bon, les Pelicans, la mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Brandon Ingram. Blessure à la cheville, on a appris ça ce week-end. A priori, durée indéterminée pour Ingram. Donc bon, autant dire qu'on le reverra peut-être même pas du tout cette saison. Mauvaise nouvelle ou pas? T'es sûr, mauvaise nouvelle? Alors ça complique quand même. S'il est out pour toute la saison, je pense que ça complique pour son trade vu qu'il est plus sous contrat. Oui. Parce que tu vois, s'il était encore sous contrat, l'équipe qui le récupère peut se dire de toute façon on l'a l'an prochain. Mais là, bon, il va arriver free agent. S'il joue pas du tout, tu peux plus le trader. Par contre, effectivement, les Pelicans vont sortir le tank. Là, je pense que. Voilà, c'était plus dans ce sens-là que je disais ça, parce que oui, c'est sûr que pour le trade d'Ingram, c'est compliqué s'il a une blessure problématique. Mais au moins, s'il continue de perdre des joueurs un par un, ils espèrent faire revenir Zion bientôt. Mais c'est pareil, est-ce qu'au moindre problème, ils vont pas le mettre au placard aussi? C'est pour ça que je disais que c'était peut-être pas une mauvaise nouvelle, mais là, ils avaient regagné quand même le match précédent. Mais décidément, les Pelicans, c'est compliqué. Ouais, 5 victoires en 25 matchs. En parlant d'équipes qui ont des bilans compliqués, quand même, ça va un petit peu mieux du côté de Philadelphie ces derniers temps. Et Joel Embiid a repris la compétition hier soir. C'est un match qui s'est joué tôt. Philadelphie a battu Chicago 108-100. Embiid, 31 points, 12 rebonds. Alors, il avait mal démarré. Il a raté ses 7 premiers tirs. Il a mis 8 des 10 suivants. 31 points, 12 rebonds du coup pour Embiid. 25 points, 11 rebonds, 14 passes pour Tyrese Maxey, son premier triple-double en carrière. Et même Paul George a joué. Donc, il y avait vraiment les 3 stars des Sixers. Ouais, enfin, espérons pour eux que ça dure. Paul George qui met 12 points. Gershon Yabusele aussi était dans le 5. Il n'a pas brillé, c'était sur la période compliquée moins où de temps de jeu maintenant en plus. Ouais. C'est sur la période où Chicago était devant, parce qu'à la fin du premier quart-temps, Chicago est à plus 10 quand même. Et Gershon finit avec 4 points, 2 sur 5, moins 11. Il a joué que 14 minutes. Ça a été plus efficace sans lui. Donc bon, après, c'est pas dramatique s'il trouve un rôle plutôt de remplaçant, de puncher en sortie de banc. À partir du moment où Philadelphie retrouve une dynamique, ce sera pas le plus important. Les Sixers, je me souviens plus exactement, mais sur les 4 derniers matchs, ils ont dû en gagner 3 ou quelque chose comme ça. Ils sont sur 2 victoires de suite déjà, ouais, effectivement. Et ils avaient déjà enchaîné 2 victoires de suite à un moment, donc ils ont gagné 4 des 5 derniers, je pense. C'est exactement ça. Ils ont battu Détroit, Charlotte, perdu contre Orlando, battu Orlando et battu Chicago.
Ouais, alors bon, petit à petit, ça remonte mine de rien. Et puis la conférence Est fait que il manque plus que 3 victoires pour être dans le top 8. Tu vois? Ouais, step Donc, by step. Faut pas demander ouais. trop, mais pareil pour la qualité de jeu, les Mais performances individuelles, faut gagner des matchs, c'est aussi bête sach- que ça. sachant que devant, il y a Detroit, Chicago, Brooklyn, tu vois. C'est des équipes qui, elles, n'aspirent pas forcément à se retrouver là tout du long. Milwaukee a battu Brooklyn 118-113 avec 34 points d'Giannis Antetokounmpo, 11 rebonds aussi pour le grec, toujours aussi fort, toujours aussi dominant. 23 points de Bobby Portis, 20 points de Gary Trent Jr. et 11 points et 6 passes de Chris Middleton qui a été bon en fin de match, a été Ouais. décisif sur la fin dans le 4e quart-temps. C'est Voilà. un match sympa. Un match sympa Ouais. de fin de soirée. Les Nets, Exactement. toujours, on le redit à chaque fois, mais les Nets, il n'y a jamais de enfin, rarement des blow-out. Quels que soient les joueurs qu'il y a sur le terrain, tu sais que ça va se bagarrer. Et ils ont posé des problèmes aux Bucks. Hein. Ils ont été devant pendant une bonne partie du match. Et s'il n'y a pas Bobby Portis, vraiment, quand ça Oui. commence à être chaud, il a vraiment rentré les paniers. Ça aurait peut-être été plus compliqué pour les Bucks. Dennis Schroeder fait un très très bon match encore pour les Nets. 5 paniers à 3 points Bobby Portis. Ouais. Là, je suis le GM des Nets, des Bucks, j'en profite vu que je suis de passage pour vraiment demander le prix pour Cameron Johnson. Je pense que c'est vraiment le joueur qui serait parfait pour les Bucks. Ça n'a pas été son meilleur match de candidature là-dessus, mais par contre, ouais. Ouais, Dans l'absolu, tout à fait. Mais cette nuit, il fait 26 points, Cameron Johnson? Ouais. Ah bah tu vois. 26 points, ouais. Mais j'avais pas regardé le box score et en regardant le match, j'avais pas remarqué qu'il avait pas fait gaffe qu'il avait fait un aussi bon match. Donc comme quoi. Pour quel match on peut enchaîner Allez, les Warriors. Les Warriors ont battu les Timberwolves, mettent fin à la série de victoires des Timberwolves, 114-106 pour Golden State, avec 30 points de Stephen Curry, 27 de Buddy Hield et 20 pour Jonathan Kuminga. C'était un des éléments du week-end, c'est le fait que les Warriors vont maintenant mettre Jonathan Kuminga dans le 5. Normalement, à la place de Draymond Green, là, Andrew Wiggins manquait à l'appel, dont Draymond Green était quand même titulaire. Mais dans l'idée, voilà, il va y avoir un changement quand même important du côté de Golden State, c'est le passage sur le banc de Draymond Green pour mettre Kuminga. Et il y a ce fameux débat, c'est que les Warriors sont en mode « Ah, on veut absolument que Kuminga se développe ». Et la vraie question, c'est est-ce que c'est ça leur agenda ou est-ce qu'il y a plutôt l'idée d'aller essayer de transférer Kuminga? Parce que dans le même temps, on apprenait quand même via Shams Charania que les Warriors cherchaient une deuxième star, étaient ça y est bel et bien à la recherche d'une deuxième star. Donc il y a un peu et comme par hasard derrière, on va sortir Draymond Green du banc et Kuminga va être titulaire. En tout cas, Golden State a gagné. Golden State reprend aussi un peu sa marche en avant en battant une équipe de Minnesota qui fonctionnait bien depuis 3 matchs. Ouais, qui avait battu les Warriors justement sur le dernier match. Ouais. Là, c'est une petite revanche. Le match a été très serré. Ça s'est aussi joué sur la fin. Une grosse deuxième mi-temps en fait des Warriors. Grosse deuxième mi-temps. Et de Curry globalement. Draymond Green à la fin qui met un gros dunk en drivant. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu faire ça. Peut-être que l'idée de sortir du banc l'a incité à se montrer un peu plus. De toute façon, Draymond finira les matchs, je pense. Enfin, c'est pas même s'il sort du banc, je pense qu'il a déjà montré par le passé. Et il y a peut-être effectivement l'objectif de marketer un peu Kuminga en lui donnant du temps de jeu. Enfin, en tout cas, plus d'opportunités dans le 5. Pour moi, là, le vrai facteur pour les Warriors, presque sur l'ensemble de la saison, je vais aller jusque-là, pour moi, c'est Buddy Hield, en fait. Buddy Hield, quand il est aussi adroit que ça, là, il met 7 paniers à 3 points. Il sortait d'une période un peu plus compliquée alors qu'il avait démarré très, très fort. Quand lui, il est adroit, j'ai l'impression que c'est un peu le baromètre, tu vois. Bon, évidemment, Curry, Draymond Green, c'est ultra important. Quand Wiggins est là, c'est important. J'ai l'impression que les matchs où Buddy Hield il met ses shoots, ça peut que se finir bien pour les Warriors. J'avais vu un mème qui est assez marrant sur Buddy Hield, c'est genre être transféré dans sa nouvelle équipe, démarre très fort, les fans ne comprennent pas pourquoi la fanbase de l'équipe d'avant n'aime pas du tout Buddy Hield, devient super nul, se fait transférer, retour au truc, c'est un peu toujours ça. C'est vrai qu'il avait démarré très fort et derrière c'était catastrophique. Ouais, c'était chaud. Et là, effectivement, gros match dans le 5 majeur de Buddy Hield. Moi, j'ai du mal à lire ce joueur. C'est vrai que c'est pas un joueur pour lequel j'ai une grosse affection. Mais par contre, ta théorie est assez intéressante. C'est vrai que quand il cartonne, tu dis qu'a priori, c'est que ça va bien quand même. Ouais, là, il était dans le 5. Moi, je le préfère. Là, aux Warriors, je le préférais en sortie de banc où il est ultra libre d'allumer avec le second unit. Mais bon, là, il n'y avait pas Wiggins. Du coup, il y avait Gary Payton dans le 5. Hein, qui est aussi un joueur qui apporte du lien, qui est très, très important, je pense, pour eux. Les Warriors sont 5e, ils recommencent ils vont remonter la pente. Ils avaient quand même une série très très difficile et qui n'inspirait pas forcément confiance, mais là finalement ils sont toujours au contact, donc plutôt une bonne nouvelle pour eux.
Allez, on peut passer un peu sur. Ah si, il y a un match que j'ai regardé un petit peu. Miami a battu Cleveland 122-113. Belle victoire du Heat. Il y a plusieurs choses du côté de Miami. Il y a déjà c'est vraiment une belle défense. C'est une des équipes qui ose des choses en défense et qui perturbe. Bon, on le sait, hein, c'est pas nouveau évidemment, mais qui est capable de perturber du coup parce que c'est une équipe qui défend pas comme les autres. Elle va mettre de la zone, elle va repasser à de l'indiv, elle va mettre de la presse. Tu peux vite te retrouver un peu déboussolé parce que généralement les équipes défendent tout un peu de la même manière. Tu arrives, tu es en pilote automatique. Contre Miami, ça marche pas. Tu es vite ramené sur terre. Donovan Mitchell a fini à 5 sur 16 et 12 points. Et l'autre truc, c'est que Tyler Hero est aujourd'hui simplement le meilleur joueur du Heat. En fait, faut dire les choses comme elles sont. Tyler Hero fait vraiment un début de saison assez incroyable. 34 points, 6 rebonds, 7 passes. Ouais, il est excellent, il est constant, il est fiable. Tu vois, Bam Adebayo a un peu ses moments au scoring, c'est pas toujours régulier. Jimmy Butler aussi. Tyler Hero, c'est très très propre. Il arrive à provoquer des fautes, il est adroit à 3 points. Il est excellent. Alors là, sur ce match-là, tu as raison, ils ont bien défendu. Ils ont aussi profité, je pense, de la blessure d'Evan Mobley en première mi-temps. Oui, c'était déjà devant. Ouais, bien sûr. Mais ça, du coup, ça aide pas. Il a joué 12 minutes. Ils sont très bien défendus sur Donovan Mitchell, je trouve, surtout, qui a eu du mal à scorer, 12 points, 5 sur 16. Et du coup, c'est que la 4e défaite pour les Cavs. Et c'est une belle victoire pour le Heat. En fait, il t'empêche, le Heat, ça t'empêche de mettre ton vrai plan de jeu en place, quoi. Ça perturbe ton plan de jeu. C'est quand même quelque chose de très fort de la part de Spoelstra et de Miami. On verra quelle est la direction prise par l'équipe cette saison, mais c'est une équipe qui fait plutôt un bon début de saison, mine de rien. 5e à l'Est. C'est toujours bonne quand on parle pas trop de Miami, c'est toujours bien. C'est bon. Exactement, c'est vrai. Parce qu'ils sont moins attendus. Ouais, on peut peut-être préciser aussi que juste avant, Evan Mobley avait battu son record en carrière, 41 points. Ouais. Un match de très très haut niveau de sa part. C'était contre les Hornets, la victoire à Charlotte. Et il avait, c'est le meilleur visage qu'il a montré offensivement. Enfin, tout lui réussissait. 16 sur 23, 6 sur 8 à 3 points. C'est le genre de perfs qui vont dans le sens d'une première sélection au All-Star Game, je pense. Ouais, et pour le coup, pardon, j'ai perdu le fil. J'ai un bug en direct. Non, enchaînons avec le match de Charlotte, c'est pas grave. Je sais plus ce que je voulais dire sur Evan Mobley. Les Hornets ont battu les Pacers 113-109. Micic était à la baguette. C'est lui qui a mené l'équipe avec 18 points, 9 passes. C'est marrant, c'est lui qui a tous les ballons. Et Brandon Miller aussi, évidemment, qui met ses 26 points. Mais vraiment, Micic, c'est le jour et la nuit. Je regardais un peu le match. C'est pas simple à regarder, hein, Hornets Pacers. Faut dire ce qu'il y a, mais j'ai regardé un petit peu. Et c'est le jour et la nuit avec la mélo, parce que c'est pas du tout le même style de jeu. Mais bon, ça a marché pour Charlotte. 26 points de Brandon Miller, qui est plutôt en forme. Il n'y avait aucun Français du côté de Charlotte. Les Français sont pas là en ce moment. Ouais. Et du côté des Pacers, c'est toujours... C'est catastrophique. Vraiment, je le dis à chaque fois, les fans des Pacers vont croire que je m'acharne, mais c'est une équipe que j'aimais beaucoup l'année dernière. C'est quand même chaud. Ils étaient quasiment au complet. Ils étaient à domicile. Les Hornets, ils avaient perdu 8 matchs de suite. Ils n'avaient pas leurs 3 meilleurs scoreurs. 3, ouais. Et Treman, c'était un des meilleurs scoreurs. Non, il y avait Brandon Miller, quand même. Ouais, mais il y avait Miller, t'as raison. Mais oui, si dans l'idée il manque Miles Bridges, il manque Lamelo. Treman était dans les 4 meilleurs scoreurs. 3 des 4 meilleurs scoreurs, quoi. C'est pas possible en fait. Enfin, ils sont quasiment au complet. J'ai beaucoup de mal à comprendre. C'est une énigme pour moi, Indiana, cette saison. Je sais pas s'ils choisissent volontairont de plus être sur le mode full attaque, s'ils en sont incapables. Ça joue mal. Il y a personne. Ça joue pas bien. Très peu de gens qui créent des différences. Ils ont pas de mecs qui ont cette espèce de truc off the dribble où tu vas vraiment battre ton vis-à-vis. Tu vois, Pascal Siakam, ça a toujours été un All-Star un peu spécial, tu vois, dans son style de jeu. Oui, des fois, il va se mettre dos au panier, il va créer, il peut dépasser des adversaires plus lourds, mais il y en a presque plus en fait en NBA. Tu as des mecs plus lourds. Et derrière, c'est que des gars qui attendent. Tu leur offres un shoot, mais Tyrese Haliburton, il est pas très bon pour battre son vis-à-vis, tu vois. C'est pas un mec qui va vraiment... Et du coup, souvent, ça traînait en périphérie, la balle. Mathurin n'était pas dedans. Et le banc, en fait, l'année dernière, le banc faisait la différence. McConnell, il bat son record en carrière cette nuit, 30 points. Ouais, 30 14 sur 19. Avec McConnell à la baguette et tous les autres tours, ça s'articulait super bien. Là, j'ai pas l'impression que ça fonctionne beaucoup cette année. Même quand tu regardes juste le casting,
C'est moins fort. Je connaissais pas, j'ai peut-être pas assez regardé les Pacers sur des longues périodes. J'ai plus regardé des bouts de match, mais toi, Enrique Freeman, je sais pas qui c'est. Je savais que tu allais dire ce Je gars. sais pas qui Dire, c'est. tu ne connais pas Enrique Freeman. Un rookie, Johnny Furphy, qui était bon à la fac, mais ça reste un rookie. Obi Toppin, c'est pas mal, mais Jarvis Walker, qui est bien rentré. Ouais, mais c'est pas mal, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque. Bon, ils ont des blessés, hein, mais voilà, je vais pas insister plus que ça. Je comprends pas du tout ce qui se passe chez les Pacers. Ils ont le même coach que l'année dernière, la même équipe, quasiment. Il y a zéro raison pour que ça se passe pas bien, quoi. Je comprends pas. C'est pas une équipe plaisir cette année, dire. Ah non. Orlando a battu Phoenix 115-110. La grosse nouvelle du week-end, la mauvaise nouvelle du week-end, c'était la blessure de Franz Wagner, qui vraiment était dans la forme de sa vie. Franz Wagner, blessure aux obliques, comme Paolo Banchero. Donc on se retrouve avec une équipe du Magic qui là joue sans ses deux stars et qui s'est quand même emporté contre les Suns, parce que de toute façon, dès qu'il n'y a pas Kevin Durant, Phoenix, ça devient un peu Washington. Je crois qu'ils sont à... Ils ont gagné qu'un match, sur 10, je crois. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est 1-9. J'étais en train de réfléchir, c'était 1-9 ou 1-10, mais c'est quelque chose comme ça. C'est peut-être même 1-10 sans Kevin Durant pour Phoenix. Bon, là, c'est Jalen Suggs qui a pris les choses en main pour le Magic. 26 points, notamment, il fait un gros quatrième quart-temps. Il y a 21 points, 16 rebonds aussi de Bitadze. Bitadze, très bon. Très bon. Jalen Suggs, très, très bon aussi. C'est une équipe qui est ultra résiliente, qui l'a encore montré cette nuit. C'est une équipe qui est imprenable à domicile aussi, parce que je regardais. 10-0. Et quand tu prends... quand tu inclus les playoffs, les derniers playoffs et la fin de saison, je crois qu'ils sont sur un 17-0 à domicile, sur leurs 17 derniers matchs. Donc c'est bien d'avoir cet avantage-là aussi. Ils l'exploitent plutôt très bien. Et tu l'as dit, il y a des Suggs, Bitadze 21 points, 16 rebonds. Il met aussi le panier. Il prend un rebond offensif à 15 secondes de la fin. Il met il le prolonge. Il marque le panier qui les fait rebasculer devant. Ils ont des ressources, et c'est là que c'est aussi très bien coaché, qu'il a réussi à concerner, que Jamal Mosley a réussi à concerner tout le groupe. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, parce que ça paraît fou de continuer à être très très haut s'il n'y a ni Banchero ni Wagner. C'est une blessure dont on ne connaît pas bien la convalescence qui est nécessaire. Il n'y a pas vraiment de durée de retour. Je crois qu'il est réévalué dans un mois. Mais je pense qu'il ne va rien faire du tout pendant un mois, et après ils vont se dire ils vont entamer quelque chose, mais c'est quand même un sacré coup dur pour Wagner, parce que je ne sais pas ce que ça implique pour sa candidature pour l'All-Star Game. C'est ça que j'allais dire. Il va peut-être pas jouer l'All-Star Game, en fait. Le jouer, c'est clair. Après, parfois, les joueurs sont quand même mentionnés, mais non, c'est... Puis bon, collectivement, perdre celui qui était leur meilleur joueur jusque-là, en plus de Banchero, c'est une assez terrible nouvelle. Et je leur fais confiance pour s'accrocher, pour rester aussi haut. Par contre, s'ils y arrivent, bravo, franchement. Je suis vraiment dégoûté pour Wagner. C'est un joueur auquel je commençais à m'intéresser vraiment beaucoup depuis 2-3 semaines. Regarder un peu plus ce qu'il fait, regarder un peu plus les matchs d'Orlando. Il est vraiment très très fort, en fait. Et c'est dur. J'étais à 2 doigts de commencer faire un peu ce que les gens font avec Jalen Brown Tatum. Est-ce qu'on est sûr que Wagner il est moins fort que Banchero? À provoquer un petit peu, mais la question, elle se pose. Il est vraiment très, 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 très fort, Wagner. Je pense que... Il y avait un article de The Ringer sur en mode la saison de Wagner, elle a des vibes de Pippen à 95. Alors, c'est un peu exagéré. Pippen 95, il est candidat au MVP quand même. Là, on n'est pas tout à fait sur la même chose. Mais dans l'esprit, il y a le meilleur joueur qui n'est pas là. Et d'un coup, tu réalises que mais le mec derrière, tout le monde sait qu'il est chaud. Mais est-ce que vous vous rendez vraiment compte à quel point il est chaud? Et c'est dommage, c'est vraiment dommage pour lui d'être coupé comme ça dans l'élan. Et puis oui, tu l'as dit, pour Orlando, tu joues sans tes deux meilleurs joueurs. S'ils reviennent à un moment, ça va aller, mais je sais pas ce que... Banchero devrait revenir à un mois. Banchero, c'était 1 à 2 mois. Mais c'est pas des blessures fréquentes. Enfin, j'entends pas tout le temps parler de ces blessures-là. Non, c'est pas facile. C'est déchirure du muscle oblique. Ouais, mais tu douilles tout le temps, quoi. T'es constamment en train... Parce que dès que tu respires, t'as mal, donc ça met du temps à guérir. Les mecs ont trop d'abdos, c'est pour ça que faites comme moi, n'en faites pas, et vous ferez pas de déchirure au muscle oblique. Voilà. Washington s'est fait complètement étrier par Memphis, on peut aller en accéléré. 140-112 pour les Grizzlies, qui sont baladés. Washington qui retombe tout de suite dans le
profondeur. Jordan Poole qui a mis 39 points justement contre les Nuggets en a mis 9. 17 pour Bilal Koulibaly qui a retrouvé un tout petit peu d'adresse. Enfin, il a mis un peu de points. 5 rebonds, 4 passes pour Bilal. Pas d'Alex Sarr qui était ménagé. Voilà, bon, du côté, il n'y avait pas de Morant non plus. Pas de Ja Morant, qui, on peut le souligner, qu'ils avaient fait un autre match ce week-end. Il avait dit. Ils ont battu les Celtics. Ah ouais, et avec le retour de Marcus Smart à Boston, Ja Morant qui avait dit je dunk plus, je me préserve. Et il a tapé, tu l'as vu le dunk, double clutch. Voilà, bon. Ouais. Et je précise donc que Memphis est 2e de la conférence Ouest, Antoine. J'allais dire, ouais. C'est une belle équipe. Cette équipe. Merci. Il faut reconnaître. Les Rockets ont battu les Clippers 117 à 106, 31 points pour Jalen Green. Je ne sais pas si tu as quelque chose que tu veux dire en particulier sur ce match. Il n'y avait pas de James Harden du côté des Clippers, ça aide pas. Sacramento a écrasé Utah 141 à 97. Voilà, pareil, je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à dire sur ce match. 26 points en sortie de banc de Kevin Huerter, 19 points, 12 rebonds pour Sabonis. Non, je te dirais si. Et enfin, Los Angeles a battu Portland 107-98, une victoire qui fait du bien sans LeBron. Mise au repos de LeBron, 30 points. Enfin. Enfin, repos. 28 points de Dilo en sortie de banc. Bronny James a mis un contre. Voilà, c'est à jouer. Portland, c'est là. Quand il n'y a pas Donovan Mitchell, quand il n'y a pas Donovan Clingan, Scoot venait à peine de revenir. En fait, les Blazers avec leurs vétérans là, avec Ayton, Grant et Simmons, c'est moche. Ça ne m'intéresse pas. Il y a l'axe Sharp, Clingan, Anderson qui m'intéresse du côté de Portland perso. Voilà. Ouais, même Billups, il aime pas trop. Enfin, il avait expliqué, Ayton avait été un peu benché sur le match précédent. Oui, c'est vrai. Quand ils lui ont demandé pourquoi, je n'aimais pas son état d'esprit sur ce match. Respect. S'il l'a fait jouer que 2 minutes en deuxième mi-temps. Au bout de 2 minutes, il a dit c'est bon, j'ai vu assez. Ils ont perdu 141 à 99 contre le Jazz. Ouais, contre le Jazz. Je ne suis même pas sûr qu'il y avait Markkanen, je ne me rappelle plus. Parce que là, Markkanen a rejoué cette nuit, mais peu importe, dans tous les cas. Billups, je crois qu'il a 4 des 6 ou 7 plus grosses défaites de l'histoire des Blazers au niveau de l'écart aussi. Juste en passant. Voilà. C'est fort. On a fait le tour pour les matchs de la nuit. On avait finalement un peu parlé du week-end, parce qu'on a parlé de Wagner, on a parlé de Jokic, de la perf de Jokic ce week-end. Je me souviens plus s'il y a quelque chose que je voulais absolument aborder sur le week-end. Si Mobley, pareil, on en a parlé. Ingram out. Peut-être un petit mot de basket français, tiens. Énorme match. Ouais, très très gros match, très beau choc. En plus, c'était un match diffusé en direct sur YouTube, si je dis pas de bêtises. Absolument. Donc, vraiment très belle pub pour le basket français avec la victoire. Tu vas te foutre de victoire du Paris Basket 111 à 104 après prolongation. Je te promets que l'espace d'un instant, je sais plus trop qui a gagné, mais oui, c'est Paris. C'est Paris. De toute façon, par réflexe cette saison, vu le nombre de victoires, tu dis c'est Paris qui a gagné, a priori ça passe, tu as des bonnes chances. Paris qui vendredi soir avait aussi gagné en Euroleague contre l'Olympiakos. Je pense que là tu les mets contre les Celtics, je suis même pas sûr qu'ils perdent. J'exagère un peu. 104. Avec 26 points de Nadir Ifissi. En plus, je me souvenais que Nadir Ifissi a fait un gros match. Il a été énorme en fin de match, vraiment. Ouais. Excellent Nadir Ifissi, excellent Paris, qui avait 19 points de retard, il me semble, contre Monaco, et qui n'a pas lâché, qui tient à cette série de victoires, qui est en train de... On le dit à chaque match, à chaque fois que... Alors c'est souvent en Euroleague, parce qu'on vous parle un peu moins de ce qu'ils font en Betclic Elite, mais là, quand il y a un choc de cette ampleur-là, Nadir Ifissi, dans les 5 dernières minutes du match, qui a pris un peu les choses à son compte et qui leur a permis de s'imposer à nouveau. Et du coup, la suprématie de Monaco cette année en Betclic Elite, attention, parce que Paris est là. C'est Cholet qui est en tête du championnat, mais bon, tout le monde. Oui, je me projette sur les playoffs, quoi. Il y aura d'ailleurs en Euroleague un choc franco-français, vu que le prochain match de Paris, c'est contre l'Asvel. Ouais. Et voilà, je veux pas prendre à partie une équipe ou une autre, mais l'Asvel qui est mal classé, c'est typiquement l'équipe qui peut éventuellement faire tomber la série de victoires de Paris. L'Asvel qui a gagné d'ailleurs en championnat, victoire contre Limoges, 84-69. C'est ça. Avec 14 points de Théo Mané, donc 14,9 rebonds. Et allez, un petit mot de WNBA, parce qu'il y avait quand même la draft expansion ce week-end. C'est ça, dans la nuit de vendredi à samedi. Si on en parle déjà, parce que vous le savez peut-être, il y aura une nouvelle franchise WNBA la saison prochaine, les Golden State Valkyries, qui font leur arrivée. Et cette draft d'expansion, elle concerne des Françaises. Elle concerne 2 Françaises,
deux internationales françaises, Iliana Rupert et Carla Leight, qui ont été choisies pour intégrer la nouvelle équipe. Alors la draft d'expansion, c'est bien d'en parler parce que il y en aura forcément une dans les années à venir en NBA aussi. Le système en gros, c'est que l'équipe en question, Golden State, pouvait choisir une joueuse par équipe, une joueuse non protégée par les équipes en question, les autres franchises de la ligue. Alors, dans les joueuses protégées, c'est évidemment les superstars de chaque équipe, plus quelques joueuses avec des spécificités contractuelles, ce qui fait que les Valkyries ont surtout drafté des joueuses européennes et internationales pour se donner une flexibilité, parce qu'on ne sait jamais si les joueuses européennes vont venir, et donc c'est plus facile de recréer un roster après avec la free agency. Toujours est-il que Iliana Rupert, qui était sous contrat avec Atlanta, et Carla Leight, qui a été draftée récemment par Dallas, seront dans cette nouvelle équipe des Valkyries, avec d'autres européennes, certaines qu'on connaît plutôt bien. Julie Van Loo, la belge, la shooteuse, qui était à Washington, qui va aussi dans cette équipe-là. Cecilia Zandalazini, la star italienne, qui était à Minnesota. Et Maria Condé, l'espagnole de Chicago. Mais on va espérer voir revenir Iliana Rupert, qui avait été championne avec Vegas en 2022. Et Carla Leight arriver peut-être en WNBA, elle qui est maintenant à Villeneuve et qui est une joueuse hyper spectaculaire, hyper cool à voir aussi. Qui sera incontournable à mon avis en équipe de France dans les années à venir. Elle a intégré le noyau dur. Mais voilà, donc ça concerne deux Françaises qu'on espère voir dès la saison prochaine dans cette nouvelle équipe de Golden State. Yes, on suivra ça évidemment. Et après, celle d'après, il y aura le Toronto Tempo. Ah oui, ouais, c'est vrai que maintenant on connaît le nom de la future équipe de Toronto, donc la saison suivante, pas celle qui arrive, mais celle d'après, il y aura le Toronto Tempo et donc nouvelle draft expansion. Ouais, et une équipe à Portland aussi. Portland, donc, alors, on ne connaît pas encore le nom de l'équipe, mais pour l'instant on sait que ce sera le Toronto Tempo, effectivement. Alors ça fait un peu parler, les gens n'aiment pas trop le nom, ils n'aiment pas trop le design. C'est pas Drake qui a modelé le logo comme il avait fait avec les Raptors. Mais toujours est-il qu'il y aura aussi 2 équipes supplémentaires en 2026, du coup. Voilà. Yes. On va s'arrêter là, Shai. Absolument. On se retrouve de toute façon cet après-midi sur la chaîne Le Rendez-vous. C'est un podcast comme d'habitude. Et demain matin, nouveau CQFR. Ciao, ciao à tous. Yes, bonne journée. Ciao.